cherche le nom, donc on a l'habitude. Ça apparaît tout ça, et puis là avec les trucs c'est pas évident. C'est la page 340. Donc on va même aller sur la 343, c'est encore mieux. Le Puyo Veloz, lui vous l'avez peut-être déjà dans vos jardins. C'est un oiseau, les Anglais les appellent le compteur d'écus. C'est comme s'il prenait une pièce avec son bec, type, cap, d'écus, la monnaie, type, cap, type, cap, type, cap, type. Ça permet de dispatcher l'information. C'est l'oiseau qui est tout en haut. Quand vous regardez les différents puyos qui sont sur la page, ils sont quand même très proches les uns des autres. Et là, notre chance pour nous, ce qui va être important, c'est qu'on va pouvoir les reconnaître grâce à leur sang. Petit endroit comme ça va permettre à plein d'insectes de pouvoir se développer. Donc qui dit insecte dit insectivore, et ça tombe bien parce que le Puyo Veloz est un insectivore, et il y a plus de 80%, 8 espèces sur 10 qu'on peut voir durant la période estivale qui sont des insectivores. Donc c'est pour ça qu'on a autant d'espèces. Lui il va chanter à la mi-mars et à peu près on va l'entendre jusqu'à la mi-mai, mi-juin. C'est lui qui chante là? C'est lui. Ah ouais. C'est pas un capteur qu'on a mis. Hein. Non, parce que je vous vois venir. Non. Oui, c'est lui. Il s'arrête alors après. Ah pourquoi? Il n'y a plus de reproduction. La durée du jour qui va augmenter. La durée du jour va augmenter, va déclencher hormonalement le chant chez les oiseaux. Et pourquoi ça s'arrête au 21 juin? Parce que le soleil décline en durée, ça décroît. Voilà, tout simplement. En fait, il n'y a qu'une seule espèce qui n'est pas arrivée sur le système solaire. C'est la super espèce, soi-disant. Et c'est elle qui a le plus de problèmes en fait. Quand les gens travaillent de nuit, demander, donc ils sont décalés, ils sont complètement perturbés, quoi. Et tout est influencé sur le soleil. Hier, il a fait super beau, il y a eu une production de lumière à fond, il y a eu de la température, la végétation elle a explosé. Donc là, on a aussi d'autres oiseaux. Ça va bouger pas mal ce matin, je pense. Regardez, là, ça vous pouvez les voir, c'est beaucoup plus grand en vol. Vous les avez? Là, dans le ciel. Est-ce que vous avez quelque chose? Ah si, oui, je les ai. On a un paquet qui descend, ce sont des goélands. Ah, c'est chouette. Là, on a un petit passereau qui passe. En fait, ce qu'il faut vous imaginer à chaque fois, c'est que vous êtes dans un milieu, ça bouge tout le temps, pas gagnant. Vous entendez le prélude sur votre droite, là, derrière vous? Si. C'est un Watley triple bandeau. Alors, on va rajouter les mésanges. J'ai noté les espèces tout à l'heure avant que vous arriviez. Ah non, le rossignol, c'est un. Là, c'est le rossignol, le rouge-gorge. Ouais, il faut. Tu l'as vu? Oui. Tu croyais? Si on pourrait les entendre les premiers, ça peut être là. On est le 28, c'est typiquement Salutaris. Comment? Vous l'avez bien? Oui. Les faisans, vous voyez, sont bien derrière. À savoir s'ils sont vraiment pas à droite. C'est un autre oiseau qui arrive complètement à droite. Ah oui, ça y est. Il va glisser tranquille, on va le voir. Il est derrière les circonets. Le rouge-gorge, vous le voyez bien parce que c'est une teigne en fait. Dans la vraie vie. Ah ouais? Ouais. Comment ça? On dit gentil petit rouge-gorge, il est tout sauf gentil. Hein. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il fait pour qu'on le presse de nuit? Il est très agressif. Ouais. Ah ouais. Vous avez un rouge-gorge, il y a rarement. Oui, il n'y a pas les autres. Vous voyez, en alpha facies fleuve, en alpha facies bordure, donc là le minimum syndical qui a été laissé avec les peupliers. Une petite prairie qui compose avec plein de choses, puis après la digue et puis tout de suite après la plaine agricole, enfin la plaine agricole, les zones agricoles. Je crois qu'il y a un gars derrière qui fait du bio là, qui s'est installé avec des serres. Non, pas derrière. Derrière la je vais filmer parce que il y a des appartements qui sont sympas. Derrière, oui, tout le monde regarde. Ça veut dire qu'on suit. Elle part complètement à droite, vous le verrez pas. La cysticole, c'est alors il y a deux espèces qui sont présentes. Il y a la bouscarle qui est présente là, et puis la cysticole qui est un peu plus petit. Alors cysticole, ça serait page combien? Honnêtement, le bouquin, il est facile et pas facile. Parce qu'après, je le tape directement sur la tablette et je l'ai tout de suite. Alors, cysticole, on y va. J'ai pas de part de marché. Cysticole, cysticole déjà.
Elle est tout en bas, la cysticole. Là, celle-là. C'est celle-là. C'est celle-là, ouais, c'est là. Ouais, et Ah, celle c'est qui petit. C'est petit. Il n'y a pas trop de différence. Oui, moi j'aurais pas pris de Faut les voir de près. Comment tu fais? Mais ils se ressemblent. Ah ouais, ouais, mais c'est une science l'ornithologie. Hein. Ah oui. Les gens à chaque fois, non, c'est une vraie science. Oui. Comme plein de trucs. J'ai un peu de reflet là. Voilà. Il y a le son aussi. Il y a le son, il y a l'écart de répartition. Et l'avantage, c'est que, encore une fois de plus, dans le numérique, c'est que vous avez des versions qui sont mises à jour régulièrement. Qui vous fait une mise à jour tous les 15 jours. Et ça, c'est la version du livre. C'est la version. Ouais, ouais. Les oiseaux, principalement, ils sont au premier plan ou au deuxième plan? Au dernier plan pour nous. Ils sont plutôt au pas premier plan, c'est la Non, prairie. deuxième. Plutôt le deuxième plan. La majorité ils sont. Et vous avez vu l'importance qu'ils ont? C'est assez dingue quand même. Là on a accenteur. J'ai un petit point noir aussi qui est dans le ciel. Comment je peux le trouver? Je vous ai pas perdu là, si? Faut me dire. Hein. Si? Donc après, ouais, bah, il va plus vite. Il était au-dessus. C'était le point noir qui avançait, qui faisait un endroit. Tititu, c'est la maison charbonnière. Elle est commune à mon avis dans tout. Votre question? Oui, le corbeau et la corneille. On y va, on va le faire. Le corbeau et la corneille, c'est deux espèces qui sont très proches. En vol, on peut les reconnaître assez facilement et poser aussi. Corbeau freux. Je vais rentrer par corbeau. Là, vous voyez, là, comme ça. Corbeau freux. Alors ça, c'est un jeune corbeau freux. Donc là, le corbeau freux typique, il a le bec, la bordure du bec, le lore, etc. Juste sous l'œil qui est blanc. La corneille, il l'a pas. Après, au niveau des doigts, ils sont très digités. C'est-à-dire les plumes de la main. Les plumes des remiches primaires. Ça c'est très écarté. Après, en vol, ce qu'on a dit tout à l'heure, la queue elle est pas rectangulaire, elle est cuniforme. C'est-à-dire, hop, elle part en triangle et après elle est arrondie. Ok. Ça c'est le freux. C'est le comment vous dites? Corbeau freux. Corbeau freux. La corneille elle est totalement sombre. Je peux passer comme ça aussi. Hein. Ah vous voyez, c'est bon? Moi je crois que c'était une histoire de taille entre les deux. Non, ils sont quasiment similaires. Ah ouais, elle était noire comme toi. Moi c'est le choucas. Ouais. Le choucan, il est bien montagne. Non, il y a plein d'idées reçues à Cachet. Tout le temps, hein. C'est dingue. Le choucan il vit en bordure des. Il vit en bordure des églises, des bâtiments, des ruines, etc. Et vit souvent dans des peupleraies. Il va faire des nids, ils sont en corbotière, il y en a une à lui. Ah, il y en a une énorme là. Énorme. À côté du ruisseau là. Ouais. Alors le corbeau freux, il faut savoir aussi, hein, un peu de message aussi à faire passer. Le corbeau freux est typiquement une espèce qui se nourrit de fruits. Son nom latin c'est couille. Et d'insectes qu'il va trouver dans la terre aussi. Je vous le nom latin Corvus coron pour la corneille et le freux, tout est dit dans le nom. Hein. Corvus frugalegus. Donc il mange des fruits. Et il mange les graines des agriculteurs quand ils descendent. Alors il peut. Parce que j'en vois beaucoup dans les champs. Ouais, mais pas que. Donc le corbeau freux, il a un rôle très utile, il mange des grosses quantités de vers de hanneton. Et pour le remercier, certaines personnes dans les peupleraies, au mois de mai, sachez, en pleine période de reproduction, tirent dessus. Donc là, Ils tirent dessus. soi-disant parce que c'est un nuisible. La tourterelle turque, vous la connaissez, c'est typique. Coucou, pendant des heures. C'est très très peu. Elle a un collier blanc. Elle a noir, il est noir. Le faucon cresserelle qui est là, c'est l'oiseau qui fait du surplace. Bah là, bizarrement, il n'est pas là. Là, vous voyez là? Là, comme ça, je peux le passer comme ça. Là, c'est le mâle, ouais. Là. C'est l'oiseau qui fait du surplace. Il peut être présent là parce que il vient souvent manger des petits rongeurs. Vous voyez la buse à la vitesse qu'elle est montée? Ces peupliers noirs, ils sont là depuis le début de la loi en fait. Ça pousse, ça vit 30 ou 40 ans. Vous avez des tempêtes comme Zintia ou comme en 99, et ben eux ils étaient debout, ils n'ont pas bougé.
Et les autres, c'était des châteaux pleins. Il va aller en Finlande, en Norvège. Il va aller nicher dans la toundra sibérienne. Ouais. Donc il est que de passage ici. Et ouais. Vous l'avez? Il a une couleur un petit peu jaunâtre. Et quand vous avez le Puyo Fitis et le Puyo Veloz côte-côte, c'est au niveau du chanson, vous pourrez le noter, vous l'écouterez chez vous. Avec oiseau.net. Puyo Fitis et Puyo Veloz, vous verrez. Je peux pas vous le faire écouter là, parce que je vais faire de la repasse sinon. Alors, le vélo, Le Fitis il est là. Ils se ressemblent beaucoup avec le vélo, ça, franchement. Quand vous les voyez dans les muséums, ils sont côte-côte, c'est impossible à Comment vous différencier. les reconnaissez? Il faut l'avoir à la main. il est peut-être plus rond. Ouais, ouais c'est subjectif. Hein. Ouais. Ça, c'est là, l'autre. Fitis, On et n'ira vélo. pas plus loin. On n'ira pas plus loin. Ça c'est compliqué, hein. Donc on n'ira pas plus loin. Ouais, vous Oui, c'est l'avez? du Puyo, quoi. C'est du Puyo. C'est du Puyo. Et dans la forêt, après il y aura le Puyo de Bonelli qui est arrivé, il y aura le Puyo siffleur qui vont arriver là, en forêt chinoise. Alors ils sont arrivés, ils viennent d'où là? Afrique de l'Ouest. Ils sont juste de passage. Aux forêts équatoriennes. Mais là, Non, après, est-ce qu'ils repartent? le Puyo Fitis, la carte. La carte, ça vous parlait. Fitis, il est là. Ils l'ont pas mis? Ils l'ont mis là, Fitis? Le Fitis, il est là. Alors nous, on est sa limite en fait. Sa limite où il peut se reproduire. Ce qui est en orange en fait, c'est où il niche. Est-ce que je l'ai en bien là? Il se reproduit En vraiment dans le orange Grand foncé. Nord. Alors il se reproduit ici, puis il part. Non, Il se reproduit il là-bas. fait que passer. Que passer. Que passer. Donc là, il y a une branche qui s'est cassée. Là, vous voyez une partie blanche. On pourrait penser que c'est du bois, mais il y a un problème. La couleur, c'est trop blanc en fait. Et ben, je pense que c'est des frelons asiatiques qu'on remaçonné en fait pour être dans le trou. Si vous regardez, c'est hyper lisse, ça a été façonné en fait. Il y a dû avoir un nid. Ouais, ça doit coller par rapport. Le nid peut être détruit par des espèces qui viennent les manger. Pendant plusieurs années, il n'y a pas eu de crue. Donc une échelle de 20 ans, 30 ans, 50 ans, 100 ans. Et il y a des îles comme ça qui se forment, qu'on appelle des ripisciles, des forêts de rivage. Et dans ces milieux-là, alors je ne sais pas si vous voyez déjà la densité d'oiseaux qui chantent par rapport à ce qu'on était tout à l'heure. C'est juste assez dingue quoi. Et ben on va trouver des grosses quantités d'arbres morts, encore plus que ce qu'on avait tout à l'heure. C'est des multi-essences, des multi-espèces au niveau des arbres. Vous pouvez trouver du châtaignier, vous pouvez trouver du tilleul, vous pouvez trouver quasiment toutes les espèces. Beaucoup de frênes aussi, hein. Quelques acacias mais qui ne sont pas arrivés tout seuls, qui ont dû être transportés par les oiseaux, par le courant. Et tout ça, ça va former un milieu qui va grandir, juste attendre qu'il se fasse emmener par une crue. Et ça, c'est un terrain de jeu pour nous juste fantastique. On a 4 ou 5 espèces différentes d'oiseaux qui chantent en même temps. Ce qui est pour nous habituel, hein. Mais bon. Donc ils vont principalement plutôt chanter au début en forêt, puis progressivement se déplacer sur des zones un peu plus ouvertes, un peu plus grandes, comme les buissons qu'on a. Le rouge-gorge en François, on l'entend super bien, il est top. Vous l'entendez? Ouais. C'est compliqué là? C'est compliqué de différencier les uns. Alors, reprenez-vous un temps, posez-vous et écoutez ce que vous entendez tout autour de vous là. Posez-vous où vous voulez là, on prend 5 minutes, essayez de placer les oiseaux dans votre tête. Si, ça marche. Hein. Vous l'avez, vous voyez? Ah oui. Vous voyez ce que je disais tout à l'heure? Vous avez plein d'oiseaux que vous ne connaissez pas, vous les appelez. L'oiseau que vous entendez qu'il y a 2 km, vous l'entendez. Puyo là. Ouais. Puyo. Vous l'entendez pas? Non. Et là, c'est relativement calme. L'été, ça ne chante plus. Ah, on l'a pas dit tout à l'heure.
pourquoi ça chantait plus Ah après bah le j'ai pas 21 juin. entendu. Ça dépend mon nez, hein. On repassera la vidéo. Oui, voilà. Donc elle a... Parce que les jours diminuent. Voilà, exactement. C'est une C'est pour ça que ça a été dit. Ouais. du jour et le soleil. Par contre, en bord de Loire, comme ça, je pensais qu'on verrait plus des chassiers. Ouais. Alors pourquoi on n'a pas des chassiers là? Je sais pas, la Haute-Loire est Là- trop haute. C'est pas à l'intérieur. Il y a un truc qui a... Ouais, il y a un truc qui a... C'est une question de hauteur en fait. Il y a un truc qui a l'armée, je sais pas ce que c'est. Peut-être une grille, peut-être une mauvaise. En fait, les hauteurs de niveau d'eau, ça va déterminer l'espèce qu'on peut voir. Elle aurait été plus basse, on aurait peut-être eu des chevaliers, des oiseaux en migration, etc. Après des hérons, des aigrettes, mais bon là elle est un peu plus haute, donc voilà. Le héron, on l'a vu, il est venu s'alimenter. Il ne s'alimente pas là, il n'y a pas de poissons, il n'y a pas forcément encore beaucoup de grenouilles. Donc il va s'alimenter, il va se nourrir de petits mulots ou de petits campagnols. Il y a un apprentissage. Et je pense que dans les maternelles ou ailleurs, il faudrait... Les enfants, ils ont une oreille super bonne, mais en fait, on les... On l'exploite. Non, c'est pas qu'on l'exploite pas, c'est qu'on ne peut pas l'exploiter. Et après, derrière, on veut former des gens qui veulent absolument voir, reconnaître des trucs, il faut apprendre des petits par cœur. Mais il y a plein de sens qu'on n'utilise pas à l'école. Et je pense que ça, c'est un vrai problème. Et c'est pour ça qu'il y a plein de gens... il y a plein de gens qui disent bah non, moi j'entends rien. Non, c'est que vous n'avez pas éduqué votre oreille. Des gens qui font de la musique et tout ça, évidemment ils ont une sensibilité, mais bah, ils ont éduqué l'oreille pour entendre plein de choses. Donc il y a beaucoup de ça. Et si vous avez des enfants ou des petits-enfants, c'est là où il faut les emmener en nature et leur faire écouter des choses. Parce que c'est des choses qu'ils vont garder derrière. Plus tard.